Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler PAL puisque c'est la vidéo du mois, ce sont donc les mots de février. J'ai donc choisi 3 mots qui, je l'espère, vous inspireront aussi pour vous constituer une petite PAL mensuelle. Je ne pouvais pas commencer ce mois, bien évidemment, en ne mettant pas le mot amour, puisque au mois de février nous avons donc la Saint-Valentin, cette fabuleuse fête qui ne fait clairement pas l'unanimité, mais qui en tout cas sonne le ton de l'amour pour cette semaine-là, et donc j'avais donc envie de mettre pas mal de romances ou en tout cas de livres autour de l'amour, que ce soit un amour du coup plutôt amitié ou vraiment love story. C'est pour ça que je sors du coup de ma palle Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams, qui est donc son dernier roman qu'elle vient de sortir là au mois de janvier. Comme je vous l'avais déjà expliqué, du coup c'est un tome 3, mais c'est un tome compagnon, donc vous pouvez les lire séparément, même si moi je vous ne le conseille absolument pas, parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de parallèles faits entre les livres, et que donc je pense que vraiment vous mériteriez plutôt de les lire dans le bon ordre si vous voulez avoir un peu tous les petits clins d'œil, etc. Donc dans cette série-là, du coup, qui s'appelle... je ne sais plus comment elle s'appelle, je sais même pas si elle a un nom, pour être très honnête. Mais donc le premier c'était When in Rome, le deuxième c'était Practice Makes Perfect, et là c'est Beg, Borrow or Steal. Donc sachez que pour l'instant ils sont pas encore traduits, mais comme je vous l'avais mentionné, The Cheat Sheet du coup de la même autrice est traduit, donc j'ai quand même bon espoir qu'à un moment donné ça sorte en français. Quoi qu'il en soit, du coup, dans chacun des tomes de cette série, nous suivons donc un membre d'une fratrie. Donc dans le premier, c'était le frère, dans le deuxième, c'était la sœur qui tenait une boutique de fleurs. Dans le premier, c'est donc le frère, lui, il a une boutique de pâtisserie, si je dis pas de bêtises. Et dans celui-ci, on va suivre du coup cette sœur-là, qui est donc l'aînée, si je me trompe pas, et qui est institutrice, et qui à ses heures perdues écrit des romans d'amour, et un jour son némésis du lycée en fait va revenir habiter en ville, et va habiter juste à côté de chez elle, et ils vont pas pouvoir s'encadrer, mais ils vont devoir faire affaire ensemble parce que malencontreusement elle a envoyé au directeur de son école son dernier roman, alors que lui n'est pas censé savoir qu'elle a un autre travail sur le côté, donc voilà, elle va faire appel à son ancien ennemi afin qu'il l'aide à récupérer du coup son roman. Donc franchement ça a l'air vraiment trop mignon. En plus Sarah Adams ça se bouffe, enfin vraiment c'est des livres qui se lisent très très vite avec des histoires qui sont toujours trop cute. C'est quand même assez smutty cette série, je vais pas vous le cacher. J'avais trouvé que le premier un petit peu moins, le deuxième un peu plus, donc on verra un peu ce que ça donne avec celui-ci. Mais voilà, il me fait bien envie, je dis bien d'arriver, donc allez hop, aussitôt arrivé, aussitôt sorti. Ensuite j'ai envie de sortir du coup une mamie de ma palle, parce que voilà, dans les pales du coup de mensuels que je vous prépare, j'avais envie d'inclure beaucoup plus maintenant de livres où ça fait longtemps qu'ils sont là, juste parce que, voilà, en me disant c'est pas grave, lis quelques chapitres, tu verras bien si ça te plaît pas, au moins, voilà, tu fais de la place dans ta bibliothèque, ça sert à rien de garder des livres pendant des années, vu que c'est déjà le cas pour la plupart d'entre eux, donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui L'amant japonais d'Isabelle Allende. Dans ce livre du coup, on va suivre Alma, qui est donc une octogénaire qui va aller vivre en maison de retraite. Son petit-fils va venir la voir de façon régulière parce qu'en fait il tombe plus ou moins amoureux de l'infirmière de sa grand-mère. Et donc Alma va lui raconter en fait l'histoire de sa vie. Apparemment elle aurait fui la Pologne dans les années 30, on comprend pourquoi. Elle se serait installée en Californie et c'est là-bas qu'elle se serait du coup prise d'une très très grande amitié envers son cousin qui s'appelle Nathaniel, mais surtout elle serait tombée amoureuse d'un homme qui s'appelle Ikimei, qui donc semblerait être l'amant japonais. Donc on va savoir un petit peu ce qui s'y passe, sachant qu'en plus dans les années 30, 40, 50, c'est pas non plus les années les plus sympathiques et les plus, comment dire, respectueuses, on va dire, des couples qui sont de nationalités différentes, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Isabelle Allende, pour moi, c'est quand même une valeur sûre. J'ai lu beaucoup de ses romans, c'est une femme qui écrit extrêmement bien et qui écrit d'ailleurs beaucoup de romans comme ça qui se passent dans d'autres époques. Donc si vous avez envie notamment de lire des livres comme ça qui sont un peu historiques mais qui sont toujours sur fond, voilà, de romantisés on va dire, bah, n'hésitez pas, Isabelle Allende, vous pouvez pas vous tromper. Ensuite j'ai envie de continuer une série qui est donc la série Chestnut Spring de Elsie Silver. Donc j'avais déjà lu Flawless et Heartless. J'avais beaucoup aimé Flawless, j'avais un petit peu moins aimé Heartless mais que j'avais trouvé quand même assez sympa. On suit du coup pareil une fratrie mais là qui vit dans un ranch. Donc le premier c'était un frère qui était donc qui fait du rodéo, voilà, sur les taureaux. Le deuxième c'est celui qui s'occupe justement du ranch, et là le troisième, donc avec Powerless, on va suivre finalement un peu un ami qui est devenu comme un frère, qui lui pour le coup est joueur de hockey professionnel. Et il est très amoureux depuis toujours d'une jeune femme qui s'appelle Sloane, et elle
aussi plus ou moins, mais voilà, ils se sont visiblement apparemment jamais vraiment avoué qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, jusqu'au jour où Sloane doit se marier, mais qu'elle décide au moment de dire oui, de dire non, et donc elle va appeler Jasper, du coup ce joueur de hockey, pour qu'il vienne la chercher et qu'ils s'enfuient ensemble, et donc va commencer là un road trip qui va visiblement faire évoluer leur relation. Donc écoutez, je saurais pas trop vous dire si ça va me plaire, parce que les road trips dans les bouquins, c'est pas trop ma cam, donc je sais pas trop si ça va me plaire, on va dire sur la structure du roman. Par contre voilà, comme c'est une série de romances que j'aimais beaucoup, voilà, je pense que ce mois-ci j'aimerais bien continuer cette série-là, et du coup je vous montre pas parce qu'il est pas encore arrivé, mais il fera partie de mes achats du mois. Ensuite, j'avais envie de lire un livre plutôt sur l'amitié, j'avais envie de lire L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit, qui est donc un livre qu'on ne présente plus parce qu'en fait il est passé absolument partout, il y a même eu une adaptation télévisuelle en France et tout, donc bref, ça a été vraiment un carton ce livre, et pourtant j'avais pas envie de le lire quand c'était vraiment l'effervescence autour de ce roman, parce que je pense que justement j'en entendais beaucoup trop parler et je pensais que j'avais l'impression que j'allais avoir des attentes beaucoup trop élevées. Néanmoins, j'ai vraiment envie de me le faire en audio, parce qu'il est disponible sur Nextory, donc ça me fait très envie, et c'est un livre dont le fond, en fait, m'interpelle beaucoup, puisqu'on va suivre deux amis dans les années 50 à Naples, donc en Italie, évidemment. Et donc en fait on va suivre leur progression, leur enfance dans cette ville qui apparemment, enfin dans une enfance qui est apparemment assez violente, et la façon dont chacune va finalement tracer une voie extrêmement différente l'une de l'autre, puisque l'une va apparemment travailler dans la cordonnerie de son père, et ne va pas pouvoir avoir accès aux études, quant à l'autre, elle va réussir à aller à l'école, à l'université pour devenir professeur. Et donc je pense que l'histoire c'est justement de voir comment elles ont grandi au même endroit et comment leurs chemins vont un peu s'éloigner, se rapprocher au fur et à mesure des années. En tout cas voilà, c'est en 3 tomes, ça me fait hyper envie. On verra ce que ça donne, mais ça fait longtemps que ce livre est finalement un petit peu dans un coin de ma tête en me disant allez, il faut que je lui donne une chance et tout, il faut que je vois si ça peut me plaire, donc c'est parti. Si jamais vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, pas aimé, etc., n'hésitez pas à me le dire, en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Et pour finir du coup dans cette catégorie, puisque maintenant j'essaie de mettre que 5 livres par mot, parce que je remarque que sinon ça me fait des pales à rallonge et qu'en plus de ça j'ai pas du tout le temps de lire autant, donc j'essaie de me dire allez, un mot, 5 livres, on va voir si je m'y tiens pour les prochains mois. Et donc le dernier que j'avais envie de mettre c'était évidemment Ensorcelé de Laura Thalassa, que j'ai reçu du coup à Noël comme je vous l'avais expliqué. Là on va suivre une histoire qui pour le coup est vraiment une love story mais hyper différente, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Célène, qui doit donc faire partie, rejoindre voilà, un groupe de sorcières, qui pour ça va essayer de mener une quête qui va la conduire dans les fins fonds de l'Amazonie, si je me trompe pas, et là en fait elle va réveiller sans le vouloir un démon qui croit qu'elle est en fait son amour d'il y a 2000 ans qui lui aurait jeté un sort. Donc autant vous dire que le démon est à la fois hyper content de la retrouver, et à la fois j'ai l'impression qu'il va un peu lui faire payer quand même ces 2000 ans de sommeil qui est lié à sa malédiction, donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais c'est pareil, c'est une série pour le coup en plusieurs tomes, donc je sais que le tome 1 du coup est déjà sorti, je crois que le tome 2 également, ou alors il doit être sur le point de sortir. Donc écoutez, il me fait super envie, ça fait un moment que je veux lire du Laura Thalassa comme je vous l'avais expliqué, parce qu'elle a plusieurs séries comme ça qui m'interpellent par ses thèmes, et donc bah écoutez, ce mois-ci ça sera Ensorcelé, celui-ci c'est sûr qu'il sortira de la palle, c'est obligatoire. C'est tout pour le mot amour, comme vous aurez vu j'ai choisi un peu des amours un peu différents, avec des thèmes un peu différents à chaque fois, donc j'espère que ça sera assez sympa, on verra. En tout cas ça me permettra de sortir comme ça au moins une petite mamie de ma palle, et surtout de lire tout de suite les livres que je viens de recevoir, puisque ça fait aussi partie un peu de mes objectifs de l'année, qui passent beaucoup moins de temps dans la bibliothèque, puisque si je viens de les acheter ou je viens de les recevoir, c'est qu'ils me faisaient très envie, donc je veux battre le fer tant qu'il est chaud. Le mot suivant du coup que j'ai choisi pour le mois de février c'est Dieu et déesse. J'avais envie de livres comme ça qui auraient un peu sur fond des histoires comme ça avec des dieux, avec un peu comme on avait dans Divine Rivals, vous voyez, avec ces histoires un peu qui créent finalement un monde. Je pense aussi que le fait d'être en train de lire là actuellement L'ombre des dieux, ça m'a un peu inspiré cette catégorie là, et je pense que j'avais pas mal de livres qui rentraient aussi dedans, donc voilà. Le premier que j'aimerais beaucoup sortir de ma palle, alors franchement je vais vous montrer, vous allez voir il y a beaucoup de pavasses dans cette catégorie, donc c'est assez peu probable, d'ailleurs il y a beaucoup de pavasses dans pas mal des mots que j'ai choisis là pour ce mois-ci, donc ça m'étonnerait que je les sorte tous, mais voilà, au moins je me donne un petit objectif. J'aimerais bien sortir du coup le tome 3 de Chloé Sepeñaranda, on va y arriver, qui est donc le Trône de sang, donc c'est le tome 3 dans la série Les héritiers d'Ungardia, donc franchement je pense que je vous l'ai présenté 1000 fois cette série. On suit Faith qui est donc une humaine dans un monde où il y a des fae,
qui sont pas forcément très sympathiques. Elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs de Noctis, c'est-à-dire qu'elle arrive finalement à entrer dans les rêves des gens. Elle va se lier d'amitié avec un Fae qui est un soldat qui va l'aider un petit peu à maîtriser son pouvoir, et puis tous les deux vont essayer aussi un peu de comprendre d'où vient ce pouvoir qui sort un peu de nulle part. J'ai adoré le 1, j'ai trouvé que le 2 était très bien, mais comme je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de tropes, il y avait beaucoup d'éléments qui, on avait l'impression qu'ils avaient quand même été un peu inspiré de ACOTAR et de Throne of Glass, donc moi je suis hyper curieuse de voir où est-ce qu'elle va nous emmener avec ce tome 3, parce qu'il y a quand même 5 tomes dans la série, donc je pense que l'histoire est loin, loin, loin d'être terminée, et celui-ci je crois est le plus gros des 3, donc on va voir où ça nous emmène. Je sais pas si elle nous fera comme Sarah Jima, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un livre il est plus gros que le précédent. À suivre, en tout cas celui-ci j'aimerais bien qu'il sorte parce que comme ça j'aimerais bien vous refaire un avis un peu plus précis sur la série plutôt que de rester comme ça un petit peu sur ma on va dire, pas amertume mais ma petite déception du tome 2 où vraiment l'univers a complètement changé et les tropes ont complètement changé pour prendre une direction qui était beaucoup plus un univers à la Sarah J. Maas. À voir donc avec cet tome-là en espérant que j'arrive à le sortir parce que c'est quand même une petite brique. Quand on parle de suite, j'ai aussi envie de sortir du coup le tome 2, qui pareil est une bonne bricasse, qui est donc le tome 2 de Witchwalker, la cité des ruines, de Carissa Wicks, qui est paru donc aux éditions Bookmark. On reconnaît évidemment les éditions Bookmark de Lost Kingdom parce qu'elles sont juste sublimes. Je l'avais acheté tout de suite quand j'ai lu le numéro 1 du coup, qui était le Faucheur de sorcières, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers, même si c'était quand même pas ultra bien explicité, c'est-à-dire qu'on parle de dieux qui se sont fait la guerre, qui se sont un peu détruits les uns des autres, il y a des royaumes, il y a des espèces de descendants, enfin c'était pas ultra limpide, mais j'avais beaucoup aimé la dynamique entre nos deux personnages principaux, puisqu'on avait une jeune femme qui est donc muette, mais qui n'est pas sourde, pour info, enfin parce que c'était quand même assez important dans l'intrigue, et qui donc communique justement qu'avec ses mains, mais normalement les sorcières dans son monde en fait tissent ou chantent, c'est ça, et donc chantent leur pouvoir avec évidemment leur voix, donc il y avait tout un thème comme ça autour de comment elle va utiliser sa magie, sachant qu'elle parle pas et tout, enfin, c'était hyper bien traité, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, et elle fait donc la rencontre du faucheur de sorcières, qui est donc un homme qui est envoyé dans les villages afin de récupérer des sorcières, qui ensuite vont disparaître, en fait on n'a pas vraiment de nouvelles d'elle, et c'était le cas du coup de la sœur de notre héroïne qui s'appelle Rena, et il se passe plein de choses, en fait c'est très drôle parce qu'à la fois on a quand même un peu des longueurs dans le 1, c'est-à-dire qu'ils font un voyage, on a l'impression que ça traîne, et en même temps il se passe beaucoup de choses, je pense que c'est vraiment un livre qui est surprenant, et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le 1, c'est que ça m'a pas emmené là où je pensais. Enfin, je pensais que vraiment c'était une histoire de vengeance pure et dure, c'est-à-dire qu'elle disait bon bah je vais tuer le mec qui a emmené ma sœur l'année dernière et tout. Et en fait c'est parti dans 10 000 directions et tout. Là ce que j'espère avec ce tome 2, c'est que ça solidifie un peu plus l'univers, qu'on comprenne un petit peu mieux en fait ce qui s'y passe, quels sont vraiment genre les conflits politiques et vraiment où est-ce que l'autrice essaie de nous emmener en termes de quête. Voilà, parce que là je dirais que le tome 1 c'est le chaos complet quoi, que ce soit en termes d'écriture, de monde et tout, c'est le chaos, et donc voilà, là j'attends un petit peu qu'elle m'explique un peu mieux et qu'elle m'amène là où elle veut m'amener, parce que pareil, je me demande, je sais qu'il y a minimum 3 tomes, mais je me demande si c'est même pas 4 ou 5, donc encore une fois c'est une histoire qui va quand même s'étendre en longueur, donc j'ai hâte de voir la suite, mais en tout cas c'est un très très bon livre. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était assez original, ce qui est pas forcément évident avec tout ce qu'on lit comme fantasy et romantasy, donc non vraiment j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2, même si voilà, comme je vous l'avais expliqué, il y a quelques petits défauts, et que notamment il y avait eu pas mal de petits problèmes de traduction, donc j'espère qu'ils auront fait un effort sur ce tome 2. Ensuite je ne désespère pas, je vais enfin sortir God Killer, je pense que c'est la 3e palle dans laquelle il est depuis le mois de septembre, donc franchement ça devient honteux, donc là je me dis allez la 3e palle c'est la bonne, je pense que je vais essayer de me mettre une règle comme ça, genre si ça fait 3 fois que tu le sors, tu dois le lire en fait, obligatoirement, donc je pense que God Killer va sortir. Donc là je vous représente l'histoire encore une fois, donc c'est de Hannah Kanner qui est donc sortie aux éditions de Saxus.
Là on suit Kisen qui est une déicide, apparemment les dieux auraient tué sa famille, enfin en tout cas elle est en quête de vengeance, et jusqu'au jour où en fait elle va tomber sur un dieu qui est lié à une petite fille, et donc évidemment elle ne veut pas tuer cette petite fille, donc elle va les aider à séparer leurs liens afin qu'elle puisse tuer le dieu en question, qui apparemment en plus je crois est le dieu des mensonges ou un truc comme ça, donc ça a l'air d'être assez surprenant. Pareil c'est une trilogie si je me trompe pas, le 2 est déjà sorti en français, et le 3 doit être en cours de traduction, j'imagine, parce qu'il me semble qu'il est déjà sorti en anglais, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, écoutez, franchement, il me fait quand même assez envie. En plus, apparemment, ils vont faire, voilà, sur leur route, ils vont faire pas mal de rencontres aussi, donc il y a un peu un côté quête, il y a un peu un côté voyage et tout. Je pense que vraiment, ce livre, à mon avis, va me plaire, c'est juste que j'arrive pas à me poser, à me mettre dessus, parce qu'à chaque fois, j'ai 12 milliards de sorties, de trucs qui me font trop envie. On y croit, on y croit. Ensuite, j'avais très envie de lire Le Chant démarqué de S.M. Gaither. J'imagine que ça se dit comme ça. C'est le tome 1 du coup dans la saga d'Ombre et de Couronne, c'est sorti aux éditions Bookmark. Encore une fois, j'ai pas le livre parce qu'en fait il fait partie du coup de ma petite liste d'achat de février, donc vous le verrez pas en vrai, donc je vous mets une petite photo. Mais voilà, c'est un livre qui vraiment à sa sortie m'a interpellée de par sa couverture, de par son synopsis et tout, enfin son résumé, donc il me fait vraiment très envie. Donc je me suis dit allez, je l'achète, je le lis direct et on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être télécharger à mon avis l'extrait et me lire comme ça le prologue ou le premier chapitre, on verra ce qu'il nous propose là sur l'ebook, pour être sûr quand même que le style me plaît, parce que c'est pareil, enfin ça c'est quand même un peu dommage de se dire qu'on paye un livre qui est 30€ et de se dire qu'en fait le style ou la plume on n'accroche pas du tout. Ça m'est déjà arrivé, donc maintenant j'essaye de ne plus faire face à ce petit problème. Donc je pense que je vais faire ça, mais en tout cas l'histoire me tente bien, je vous raconte un peu de quoi ça parle, je vous lis le résumé. Les anciens dieux s'agitent, la mercenaire Cassia Greythorn ne se soucie que de deux choses, terminer son dernier travail et gagner assez d'argent pour acheter les médicaments coûteux qui permettent à son mentor de rester en vie. Aussi, lorsque le roi lui demande d'enquêter sur une étrange peste qui ravage l'Empire, elle ne peut résister à l'énorme récompense qu'il lui offre. Mais alors que le nombre de morts augmente et que d'étranges monstres font des ravages dans les royaumes, Cass se retrouve face à d'anciens dieux qui s'en mêlent et à une magie très ancienne, car un mal ancien s'agite dans l'ombre, et leur empire ne survivra pas à son déchaînement. Moi j'aime bien, ah bon là il parle aussi du fait qu'elle va faire équipe forcément avec un gars qui est très mignon et qui est très énervant, bon ça va être un espèce de enemies to rivals to lovers to complices to je sais pas trop quoi. Mais ça a l'air très cool, j'aime bien l'idée comme ça que il y a des dieux qui vont se réveiller, qu'on sait pas trop, enfin ça a l'air d'être une terre un peu brisée, et donc ça bah forcément moi c'est un thème qui me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et si en plus il y a une partie un peu romance par-dessus, je pense que c'est quand même un combo gagnant pour moi. Ensuite j'ai envie de lire un livre audio depuis un petit moment, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. Il s'agit du coup de Witch and Gods de Liv Stone, ça s'appelle Ella la Promise. C'est pareil, Liv Stone, moi j'en ai beaucoup entendu parler et les gens aiment beaucoup ces séries, donc ce sont des séries de romantasy, hein, donc faut pas partir sur, à mon avis, des univers de folie, mais bon écoutez, moi ça me tentait bien. Là du coup on est sur, je suis désolée pour ma voix aujourd'hui, c'est un peu une catastrophe, elle est vraiment en train de partir, donc j'espère que je vais réussir à terminer cette vidéo en vous racontant tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. On va voir. Donc là on va suivre Ella qui est une jeune sorcière qui n'a pas de don et qui va assister finalement à une espèce de célébration avec sa communauté de sorcières parce que ses deux sœurs sont sorcières avec des dons. Et il semblerait que cette fois-ci ça soit un peu particulier parce que les dieux et les sorcières ont décidé de s'accorder, d'enfin s'entendre, et pour cela ils ont décidé donc de proclamer un mariage entre leurs deux communautés. Et donc le petit-fils d'un dieu de la terreur là doit apparemment épouser une des sœurs de Ella. Sauf qu'Ella elle est dégoûtée parce qu'elle a pas du tout envie que sa sœur épouse un mec de nulle part qui a l'air en plus d'être absolument terrible. Mais voilà, il s'avère que le petit-fils décide que lui, bah, il a pas envie d'épouser la sœur d'Ella, il a envie d'épouser Ella. Allez savoir pourquoi. Et donc on va suivre visiblement cette histoire-là. Donc écoutez, c'est assez intriguant, je trouve, comme résumé, parce qu'à la fois c'est quand même assez original et pas, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça fait un moment que ce titre me tente, parce que je sais pas, j'aime bien le côté... Alors moi j'adore tout ce qui est mariage
un peu mariage forcé, un peu comme ça par les événements et tout. C'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé par exemple dans Serpent and Dove, que j'avais trouvé super bien fait. Et donc j'aimerais bien un peu retrouver comme ça ce petit côté, ils peuvent pas trop se blairer mais ils sont obligés finalement de se marier. On l'avait aussi dans Bride de Ellie Hazelwood et c'était aussi assez bien fait. Donc en général ouais, c'est un trope qui fonctionne assez bien sur moi. Donc on verra ce que ça donne. En plus je sais que Liv Stone avait l'air d'être assez prolifique en termes d'écriture parce que j'ai vu passer pas mal de livres en fait dans cet univers-là. J'ai pas très bien compris encore exactement combien il y en a, parce que j'ai vu qu'il y en avait 3, 4, après j'ai l'impression qu'il y a des espèces de trilogies qui sont un peu des spin-offs et tout, donc bon bref, on va voir un peu ce que ça donne, mais écoutez, si ça fonctionne bien, bah je suis partie pour une autoroute de romantasy sur le thème des sorcières et des dieux, on verra bien ce que ça donne. Et pour le dernier mot du mois, j'ai choisi combat. J'avais envie justement voilà, de faire sortir pas mal de livres autour un peu de tomes finaux, voilà, de vengeance, de choses comme ça et tout. Et à la fois, j'avais très envie du coup de choisir le classique du mois qui serait donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je vous l'avais déjà dit, mais il y a un an, du coup, j'ai lu le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'ai énormément aimé. Ça fait un moment que j'avais envie de lire Les Trois Mousquetaires parce que bah, c'est pareil, c'est une histoire qui m'intrigue, que j'ai vu passer beaucoup de fois en adaptation mais que j'ai jamais lu. Donc voilà, comme ça j'avais vraiment envie de savoir quel était le texte original, donc ça sera celui-ci pour le mois de février. Ensuite, j'ai envie de sortir cette jolie pavasse qui est donc j'allais dire Dark Dawn, mais non, ça s'appelle L'Aube Obscure, le numéro 3, donc c'est le tome 3 de Nevernight de Jay Christophe, qui est paru aux éditions de Saxus. C'est une belle pavasse, bon, c'est écrit gros quand même, ça se lit entre guillemets assez vite les Jay Christophe, donc je pense quand même que je vais pouvoir le sortir, surtout que j'avais déjà commencé à lire 5-6 chapitres après avoir lu le 2 parce que j'étais là mais quoi ? C'est quoi cette fin ? Et donc du coup je pense que ça peut aller quand même assez rapidement, mais faut voir s'il nous met pas trop de longueur parce que je trouvais quand même que dans le 2 il y avait pas mal de longueur, il y avait quand même un peu un ventre mou sur le deuxième tome, donc là j'attends de voir. Après je suis hyper curieuse, c'est quand même une trilogie qui est tellement pleine de rebondissements, pleine de surprises et tout, et je trouve que le personnage principal évolue tellement que j'ai tellement hâte de voir en fait ce que ça va donner, surtout que dès les premiers chapitres en fait du tome 1, on nous annonce la fin de l'histoire, et du coup je suis hyper curieuse de savoir si ça va vraiment être ça la fin, parce qu'il y a vraiment moyen que je sois ultra dégoûtée, ou alors c'est que la fin qui est annoncée, mais finalement il aura choisi toute une autre fin, ou alors il y a des choses un peu cachées qui vont se révéler, et c'est pas ce qui va arriver. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc dans cette histoire, on suit Mia, qui est donc une jeune femme qui vit dans une espèce de Rome antique, mais un peu twisté, comme ça, où il y a des pouvoirs, il y a des sociétés secrètes, il y a énormément de conflits politiques, il y a des gladiateurs, enfin bon bref, c'est vraiment... c'est haut en couleur cette série. Et en fait, cette jeune femme voit sa famille se faire assassiner parce que son père a essayé de mener une rébellion, une espèce de révolution pour mettre quelqu'un d'autre au Sénat, et ça n'a pas fonctionné, et donc du coup, il s'est fait prendre et s'est fait capturer, pardon, et assassiner avec toute sa famille, sauf que Mia a réussi à s'enfuir et donc n'est pas morte, et elle s'est donc donné comme but dans la vie de venger son père, sa mère et son frère des tyrans qui sont donc toujours au pouvoir. Donc c'est un sénateur, un garde, enfin un mec de la garde, là je sais plus trop comment il s'appelait, et un religieux. Donc c'est un trio comme ça, une espèce de triumvirat comme ça d'hommes absolument terribles. Et donc voilà, elle va dans le 1 rejoindre une société secrète et une école d'assassins, qui est donc là, je me souviens plus, l'âme de l'église rouge, voilà, et pour fomenter comme ça sa vengeance. Et dans le tome 2, elle va commencer vraiment à mettre en place sa vengeance, mais c'est... mais ça part dans tous les sens, quoi. Enfin vraiment, on est là, mais qu'est-ce qui peut encore se passer ? Et donc voilà, là je suis hyper curieuse de voir la fin de cette trilogie, parce que je sens que soit c'est comme le 1 et le 2, ça finit en apothéose, il se passe 12 milliards de trucs et je suis trop contente, soit j'arrive à la fin et je me dis mais en fait c'était une catastrophe. Donc je vous dirai ça du coup le mois prochain, parce que bon, comme je l'ai commencé, ça serait quand même bien que je finisse. Après, j'ai commencé quand même l'ombre des dieux, et j'ai commencé Fils des brumes, donc franchement le mois de février, je sais pas comment ça va se passer côté lecture, on verra. Ensuite, j'ai décidé de sortir un livre que je viens tout juste d'acquérir, qui est donc Serment et ruines, les légendes de Tezmar, le livre 2 de Hélène Scherer, qui est paru aux éditions Corrigan.
Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, au mois de janvier, j'ai lu le 1. Et bah j'ai acheté le 2 direct, ça vous laisse dire comment ça s'est passé. Donc dans le 1, on suit Théa, qui est donc une jeune femme qui vit dans un monde où il y a une prophétie qui a été promulguée, qui dit que une femme qui un jour portera l'acier déferlera sur le monde les ténèbres, etc. et tout. Et donc ils ont interdit aux femmes de se battre et de devenir du coup des guerriers qui protègent le royaume. Parce qu'en fait, ils sont dans un royaume où il y a une espèce de voile, et de temps en temps, il y a des déchirures dans le voile, et des créatures des ténèbres envahissent leur monde et tuent tout le monde sur leur passage. Ce qui est quand même assez sympathique comme univers. Et donc Théa vit finalement dans un endroit qui s'appelle Tezmar, et là-bas il y a donc tous les guerriers qui sont entraînés, et elle a qu'une obsession, c'est devenir en fait une légende de Tezmar, donc un glaive, pour protéger le royaume. C'est vraiment son but dans la vie, quoi. Et donc on va suivre finalement dans le 1 toute sa bataille pour pouvoir justement devenir une guerrière et se faire accepter dans un monde où les hommes sont ultra misogynes et ont décidé en plus de ça que les femmes ne devaient absolument pas toucher une épée, donc autant vous dire que ça se passe hyper bien. Et là dans le 2, on va continuer à suivre son histoire, donc je peux pas trop vous en dire plus, mais vraiment c'est hyper bien. Là je suis déjà en train de lire le 2, je crois que j'en ai déjà lu un tiers et je kiffe, c'est trop cool cette série, donc je vous raconterai tout ça du coup dans mon bilan de janvier. Le 4e livre que j'avais envie de sortir de ma palle, c'est pas une mamie en soi, parce que ça fait que un an que je l'ai, mais bon quand même, il serait vraiment temps que je le sorte, et en plus de ça, il est en audio sur Nextory, donc j'ai vraiment plus aucune excuse. Il s'agit du coup de La fille qui prenait les armes, de Amy Harmon. En plus, ce livre a tout pour me plaire. C'est un livre du coup historique, donc il est paru aux éditions Charleston, mais c'est un roman, et ça se passe surtout pendant la guerre de la Révolution américaine. Du coup, c'est en 1780. On est dans le Massachusetts, et donc c'est une jeune femme qui va se travestir finalement pour rejoindre l'armée et combattre les Anglais. Donc franchement ça a l'air vraiment trop cool. Il y a un petit côté Mulan. Mais voilà, en fait c'est l'histoire plutôt d'une femme qui se dit mais moi j'ai pas envie de rester en arrière, j'ai pas envie d'être là à regarder tout le monde, alors que je sais que je peux me battre et je sais que je peux faire aussi une différence dans cette guerre-là. Et donc on va voir finalement comment elle va réussir à s'infiltrer dans l'armée, qui n'a à mon avis absolument aucune envie d'avoir affaire avec une femme, donc à suivre, mais vraiment je pense que ce livre peut beaucoup me plaire. Et Amy Harmon, elle a sorti beaucoup de livres qui sont trop cool, j'en ai un autre comme ça, historique dans ma palle, et j'ai aussi la première née qui est sortie aussi des éditions Charleston, mais qui était une fantasy qui avait l'air aussi pas mal. Donc voilà, à tout moment, si ça se passe bien, vous en verrez d'autres passer de cette autrice. Et je finis du coup cette palle du mois de février avec un dernier arrivant, puisqu'il s'agit donc de Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est donc le tome 3 de Fourth Wing, la série du coup sur les dragons et les dragonniers. Donc écoutez, j'avais vraiment très hâte de lire ce livre, parce que la fin du 2 était juste terrible au possible. On arrive à la fin, sur les dernières pages, on est là, mais quoi? Donc là j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'espère quand même que sur l'élément principal qui est le plus poignant du tome 2, on aura les réponses dans celui-ci, parce que si on arrive encore à la fin du tome 3 avec un cliffhanger de ouf et en plus aucune réponse à nos précédentes questions, je pense que ça va vite me saouler. Mais écoutez, on verra. C'est une quand même des seules séries que je suis en anglais au moment où elle sort, etc. Parce que vraiment, j'ai un engouement pour cette série de ouf. On suit du coup dans cette série Violet Sorrengail, qui est une jeune femme qui aspirait à devenir une scribe, c'est-à-dire une femme plutôt la tête dans les bouquins, enfermée dans les archives, etc., comme son père, sauf que sa mère est une générale des armées, et elle est aussi la directrice d'une école qui façonne les dragonniers, quoi, et donc elle va l'obliger, finalement, à devenir une dragonnière. Donc sympa. Donc déjà les premiers chapitres, quand elle doit essayer d'arriver à l'école, c'est assez tendax, et puis après quand elle doit y rester, c'est encore un autre délire. Là-bas elle va faire la rencontre en plus de Xaden Ryerson, qui est donc un jeune homme qui est le fils d'un homme qui a mené une rébellion il y a pas mal d'années, donc c'est un peu voilà un exclu quoi, mais qui a des pouvoirs énormes, et donc forcément il a une place un peu haut gradée dans cette école-là. Et lui ne peut pas la voir, mais finalement, évidemment, une love story va se créer entre eux. Non, franchement, c'est très cool, c'est hyper addictif. Enfin, vraiment, là, je me suis refait le 2 en audio, j'ai halluciné à quel point je l'ai bouffé. Enfin, vraiment, j'avais oublié à quel point ces livres-là, c'est les parfaits livres si vous avez une panne de lecture, de romantasy ou de fantasy, que vous avez envie de lire un truc que vous allez manger en 2 minutes, mais n'hésitez pas, c'est trop cool. Et vraiment...
Je trouve que quand même l'histoire aussi, les intrigues politiques s'étoffent de tome en tome et du coup je suis hyper curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer avec celui-ci et si on va vraiment comprendre encore mieux l'histoire finalement de ce royaume-là. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer. Sachez qu'il sort en plus le tome 3 en juin, donc aucune excuse. Voilà du coup pour les 3 mots de février, donc on aura amour, dieu et déesse et combat. Je pense que tout ce qui est autour de combat, épée, quête et tout, il y aura toujours un peu dans mes pales puisque ça regroupe pas mal de fantasy du coup que j'ai. Après, là ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vraiment essayé aussi de sortir des livres que j'avais depuis un moment dans ma palle, au moins comme je vous le disais, pour lire quelques chapitres et me faire une opinion dessus et décider si oui ou non ils restent dans la bibliothèque, parce que je pense que ça c'est quand même assez important. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça que j'aurai à vous présenter. En attendant, j'espère que vous passerez de très très belles lectures au mois de février. Si vous constituez une petite palle ou si vous avez des livres prioritaires que vous avez vraiment très envie de lire en février, n'hésitez pas à me les partager, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à la prochaine. Bye bye!